Bonjour à chacune et à chacun. Pour faire suite à une discussion un peu houleuse concernant la plomberie de Pompéi, qui faisait suite à une info diffusée dans la vidéo numéro 4, je viens par ce petit complément étayer un peu ce sujet. Alors oui, certes, les Romains connaissaient le principe du tuyau en plomb. La preuve en est que Sextus Julius Frontinus, né vers 35 ou 40 après Jésus-Christ, en Gaule narbonnaise, et décédé vers 103 mais on ne sait pas où, a écrit un traité aux alentours de l'an 97 concernant l'approvisionnement en eau de la ville de Rome. Ce monsieur était commissaire de l'eau pour Rome. Ce traité, nommé De Aquiis Urbine Romae, approvisionnement en eau de la ville de Rome, est particulièrement bien détaillé, au point que l'on peut y constater qu'assurément depuis 97, les normes n'ont pas changé. Je m'explique. Que ce soit pour les dimensions de tuyauterie auxquelles il est fait référence dans ce traité, en l'occurrence 15 tailles de tuyaux par diamètre, circonférence et capacité de débit, ou pour les normes appliquées aux vannes, en tout point est égal aux normes actuelles ASTM, c'est-à-dire l'organisme de normalisation qui rédige et produit des normes techniques concernant les matériaux, les produits, les systèmes et les services. La STM est un organisme qui a été fondé en 1898 et toujours d'actualité en ce qui concerne les normes internationales. Alors un exemple pour être clair. Sur la base d'études métallurgiques, on apprend également que les matériaux utilisés dans l'Empire romain étaient 73% de cuivre, 19% de plomb et 8% d'étain. Cette composition métallique correspond très étroitement à la norme actuelle ASTM B67 concernant les roulements de voitures, trains et autres moyens de transport. Alors, plusieurs choses. Premièrement, en ce qui concerne la plomberie romaine, dont Frontinus est le référent. Ce monsieur était gouverneur romain de Germanie inférieure de 80 à 83, puis gouverneur romain en Bretagne romaine de 74 à 78, puis est fait consul suffect, c'est-à-dire considéré comme cursus honorum, c'est-à-dire parcours des honneurs, qui permet l'accès aux magistratures publiques sous la Rome antique, ce qui lui permettra d'accéder au poste de consul, donc magistrat, en 73. Donc ce monsieur était homme politique, magistrat, écrivain, ingénieur civil, ingénieur militaire et architecte. Quelle carrière, un véritable Ptolémée. Je n'en dirai pas plus sur ses compétences professionnelles, si ce n'est que ses connaissances en plomberie sont toujours d'actualité, puisque les normes internationales actuelles, mises en place à la toute fin du 19e, pour ne pas dire au début du 20e, correspondent pile poil avec les siennes. Sauf que les siennes auraient été désavouées quelques siècles plus tard, puisque le saturnisme du haut plomb ferait partie des éléments principaux qui auraient provoqué la chute de Rome. Il n'empêche que plus de 1300 ans plus tard, ce sont ces mêmes normes, celles d'un de ces traités, qui restent la référence internationale et sont toujours en application. Ok. Autre sujet délicat sur ce monsieur référence plomberie. Je cite. Le problème qui se pose avec Frontin est celui de la paternité des œuvres. Plusieurs savants et éditeurs indiquèrent que son cursus honorum et sa profession ne concordent pas avec les 3 traités qu'on lui attribue. Certains traités sont ainsi considérés comme apocryphes. La référence, c'est Les Arpenteurs romains, tome 1, Frontin, Hygin le Grammatique, Les Belles Lettres, collection CUF 2005. Pour info, cela n'a pas empêché la France de produire un trophée, le trophée Frontinus, en hommage à Frontin, qui, je cite, est sans doute le premier ingénieur de maintenance qui ait consigné ses méthodes dans le traité des aqueducs de la ville de Rome. Autrement dit, même si aujourd'hui des spécialistes assurent que Frontin, ces traités ne sont certainement pas de lui, la France continue de l'honorer et même de lui attribuer un trophée. Alors à ce stade, je stoppe sur l'investigation Frontinus, à chacune et à chacun de penser ce que bon lui semblera sur cet homme, ses traités, les savoirs concernant l'époque à laquelle il est fait référence fonction aux normes d'aujourd'hui, etc. Sachant pour finir que ce grand homme de la civilisation romaine, grâce à qui l'eau potable a pu circuler de partout et les eaux usées être retraitées durant l'Empire romain, n'a pas de tombeau. Et oui, pas très reconnaissant l'Empire. Deuxièmement, qu'avons-nous d'autre sur la plomberie en général ? La plomberie a vu le jour dans des civilisations très anciennes telles que les villes grecques, romaines, perses, indiennes ou encore chinoises pour développer des bains publics et fournir de l'eau potable ainsi que l'évacuation des eaux usées à la population. Des tuyaux de plomberie de terre à large bride utilisant de l'asphalte pour prévenir les fuites sont apparus dans les agglomérations urbaines de la civilisation de la vallée de l'Indus vers 2700 avant Jésus-Christ. Le mot plombier date de l'Empire romain. Le latin pour le plomb est le plumbum.
Les toits romains utilisaient du plomb dans les conduits d'évacuation. Le plomb était également utilisé pour la tuyauterie et la fabrication de bains. Les Romains utilisaient des inscriptions sur les tuyaux de plomb appelées fistules pour empêcher le vol d'eau. La plomberie a atteint son sommet dans la Rome antique qui a vu l'introduction de l'utilisation généralisée des tuyaux de plomb et de systèmes des aqueducs, un vaste réseau d'adduction d'eau constitué de canaux artificiels qui assuraient l'alimentation en eau potable de Rome. Avec la chute de Rome, l'approvisionnement en eau et l'assainissement ont stagné pendant plus de 1000 ans. Peu de progrès ont été réalisés jusqu'à la croissance des villes modernes densément peuplées au XIXe siècle. Au cours de cette période, les autorités de santé publique ont commencé à faire pression pour que de meilleurs systèmes d'élimination des déchets soient installés afin de prévenir ou de contrôler les épidémies. La référence, vous l'avez sous les yeux, je n'ai fait que lire. Aparté. Une fois encore, on apprend que durant 1000 ans, nous avons joué la Belle au bois dormant dans tous les domaines, comme vu au fur et à mesure des vidéos précédentes du terrier du lapin. Fin de l'aparté. Donc oui, nous apprenons que la plomberie, avec du plomb et non pas de la terre additionnée à de l'asphalte, arrive bien à l'époque romaine. Mais je vous invite, lors de vos visites de monuments romains, à consulter par vous-même ce à quoi ressemblaient les canalisations, puis de vérifier avec la plomberie de Pompéi, le Pompéi de la date officielle du 1er siècle. Enfin, voyez la plomberie concernant l'approvisionnement des fontaines de Versailles et à vous de voir si ce que l'on considère comme le peut-être travail de Frontinus, celui de Pompéi au moment de sa découverte, et enfin celui de Versailles, afin de constater s'ils peuvent se rapprocher et si oui, lesquels sont ressemblants, tant dans leurs matériaux que dans leur conception. Troisièmement, enfin, il est à se demander pourquoi, pendant les siècles qui suivirent le déclin de Rome, c'est-à-dire le VIe siècle, et jusqu'à la Renaissance, une fois de plus toujours la même période, les canalisations et conduits étaient pour l'essentiel fabriqués en faïence et même en bois, alors que ceux en plomb n'avaient logiquement pas disparu. Là, je ne pose même pas de référence, tant il suffit de se balader dans n'importe quel village pour remarquer qu'il existe toujours des conduits d'eau en faïence, ne serait-ce que les vieilles gouttières du XVIIIe ou du XIXe siècle, et même encore aujourd'hui. En tout cas, assurément, là où je vis, Metz, dans l'Hérault, en France, mais également dans les villages avoisinants, c'est une réalité toujours visible et toujours opérationnelle, puisqu'en fonction, ne serait-ce que dans les cœurs de ville. Et ce n'est pas là pour faire joli, les jours de pluie, on en a bien la confirmation. Mais on peut également se demander pourquoi, sur les aqueducs, que l'on peut croiser un peu partout, ces réalités de canalisation en plomb sont plus que rarement présentes. Une ruine d'aqueduc, vous devriez en avoir une pas très loin de chez vous, il y en a partout. Je stoppe là cette mise au point et j'en profite pour exprimer une remarque en direction de la personne qui a levé la polémique sur ce sujet par un commentaire assez provocateur, pour ne pas employer un qualificatif plus méchant. Que autant la critique constructive est par définition intéressante et instructive, tout comme le questionnement est une preuve de salubrité morale et mentale, autant la provoque et la moquerie, sans plus d'étaiement, en soi, je n'en vois pas bien l'intérêt dans le cadre de l'instruction. Mais bon, à chacun sa façon de gérer ses choix de communication. Toutefois, n'oublions pas qu'à force de cracher en l'air, un jour ou l'autre, forcément, ça nous retombe sur la figure. Ah, le lapin vient me parler à l'oreille. N'oublie pas de remercier Douglas Conan pour son post sur le groupe Ressentiment français concernant le complément d'infos à propos du sujet traité ici. Ah oui, merci le lapin. Qu'il en soit fait ainsi. Allez, à bientôt à chacune et à chacun.